passe maintenant à notre terrien du samedi soir. Sébastien Maroquine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 24 février 1977 à Medellín, de l'union entre Maria Victoria Henao et un certain Pablo Escobar. Votre vrai nom est donc Juan Pablo Escobar Henao. Vous êtes le fils de Pablo Escobar. Alors la vraie histoire de Pablo Escobar, plus que dans la série Narcos, dont vous avez révélé les incohérences, elle est dans le livre que vous publiez chez Hugo Doc, qui s'appelle Pablo Escobar, mon père. Quand vous naissez, votre mère a 15 ans et votre père 27. Il est en prison. Ça veut dire que quand votre mère était enceinte de vous, elle allait voir votre père en prison. C'est exact. On peut dire que j'ai rendu visite à mon père en prison dès le ventre de ma mère. Alors, dès votre plus jeune âge, vous partagez votre quotidien avec les plus grands criminels de Colombie, Herpes, L'Étalon, Schtroumpf, Giclour. C'était qui? Bon, c'était un peu mes babysitters, en fait. C'est avec eux que j'ai grandi, c'est avec eux que j'ai été élevé. Beaucoup de parents, à l'époque, interdisent à leurs enfants de jouer avec vous. Vous avez souffert de ça quand vous étiez petit? En fait, j'ai pas vraiment eu le choix de ce que j'allais faire de ma vie parce que j'avais simplement à m'adapter à ma réalité. Au collège, à l'école, je voyais que les enfants s'éloignaient de moi, même si on avait peut-être la possibilité d'être amis, mais c'était pas possible. En revanche, l'après-midi, après, je voyais les parents de ces enfants qui travaillaient avec le mien. Ouais. Il faut dire que vous êtes un écolier particulier qui, dès la maternelle, circule en Land Cruiser blindé avec un garde du corps. C'est vrai. Ça faisait partie de la sécurité que nous proposait mon père, parce qu'il avait peur qu'on soit enlevé par les guérillas de l'époque. De fait, j'avais quelqu'un toujours avec moi, que je sois à l'intérieur de la classe ou en dehors. La personne était toujours à l'extérieur, il surveillait la porte, et si je sortais à la récréation, il était à mes côtés tout le temps. C'était facile de savoir parmi le millier d'enfants où j'étais, parce qu'il y avait toujours le garde du corps à mon côté. Alors, vous grandissez dans l'hacienda de Nápoles. Alors, c'était énorme. C'est l'hacienda de Pablo Escobar. Il y avait une station d'essence, une carrosserie, 27 lacs, 100 000 arbres fruitiers, un Jurassic Park avec des vrais dinosaures grandeur nature, bien avant le film de Spielberg, 2 héliports, une piste d'atterrissage, 1700 employés, un zoo et 10 résidences. Alors, un jour, et vous racontez ça dans votre livre, c'est incroyable, vous allez dans la chambre de votre père, et là, vous découvrez une cache d'armes. Oui, c'est vrai. Alors, c'était assez courant dans la vie de mon père de découvrir des cachettes en permanence. De fait, tout récemment, on a encore découvert certaines cachettes dans ses anciennes propriétés. Alors, c'était quelqu'un de très discret qui aimait cacher beaucoup de choses. Alors, à l'époque, tout va pour le mieux pour Pablo Escobar et sa famille, mais votre père a un problème. Il ne veut pas rester un vulgaire trafiquant de drogue. Au-delà du pouvoir économique, il veut le pouvoir politique. C'est ce qu'il a perdu, en fait. Ça a été sa pire erreur, oui, de vouloir rentrer dans l'une des plus grandes mafias qui existent. Ouais, plus dangereuse que l'autre. Je pense que oui, parce qu'eux décident finalement ce qui se passe dans le monde. Ouais. Alors finalement, Pablo Escobar arrive à se faire élire suppléant à la Chambre des Congrès, et à partir de là, évidemment, il jouit de l'immunité parlementaire, ce qui était un petit peu le but recherché, et il veut faire annuler l'extradition systématique vers les États-Unis. C'est-à-dire, il ne comprend pas, il dit pourquoi la Colombie livre ses trafiquants aux États-Unis alors qu'ils pourraient être jugés en Colombie. Et il a lutté longtemps pour obtenir ça. Effectivement, ce fut l'un de ceux qui a dit qu'il préférait une tombe en Colombie qu'une prison aux États-Unis. Ouais. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ça a changé. Les narcotrafiquants préfèrent aujourd'hui négocier rapidement avec les États-Unis parce qu'ils savent qu'ils en sortent très vite de la prison. Ouais. Alors, votre père continue, malgré le fait qu'il soit au Congrès,
le commerce de la drogue, c'est là que le ministre de la Justice, Lara, lui déclare la guerre. Votre père veut aussi le faire assassiner. Donc là, ça commence à être très, très, très violent, là. Ça devient une lutte personnelle. On sort de la politique et mon père essaie de convaincre le ministre avec de l'argent, avec des menaces, et le ministre, bien entendu, est quelqu'un d'honnête. Il ne veut pas céder. Et finalement, ça lui coûte la vie. Mon père, un jour, décide d'assassiner le ministre, et c'est ce jour-là qu'il se retire aussi de la politique. Alors vous partez avec votre mère, qui est enceinte de 8 mois, vous vous cachez au Panama à ce moment-là, et là, changement complet de style de vie, vous vivez dans un appartement minable, vous mangez au KFC, vous prenez des douches avec des sandales pour éviter la crasse. Oui, après le général Noriega nous a prêté une résidence très jolie où nous avons pu vivre après. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ces jolies choses ne durent pas trop dans cette vie. Oui, parce que les négociations entre votre père et le gouvernement colombien sont divulguées par le journal El Tiempo. Et là, vous devez fuir à nouveau. Vous allez au Nicaragua. Vous avez 7 ans à l'époque. Hein. C'est une vie quand même très compliquée quand on est un enfant. Depuis l'âge de 7 ans, je fuis et je me cache comme si moi, j'avais ordonné les assassinats de tout le monde. On m'a poursuivi aussi parce que pour les autorités, c'était difficile de faire la différence entre fils et père. Ouais. Alors ensuite, c'est le retour en Colombie. Pablo Escobar obtient enfin l'abolition de l'extradition sans procédure. Et ce répit vous permet de vous installer dans un luxueux duplex de l'immeuble Monaco à Medellín, comme un duplex qui faisait 1500 mètres carrés quand même. Et vous aviez de la place, vous avez beaucoup d'argent. Oui, c'était pas facile à nettoyer par contre. Hein. Et là, votre mère, qui était assez marrante, quand vous avez fait votre première communion, elle a envoyé en jet privé le cuisinier de la famille en Suisse pour choisir les chocolats. Ensuite, à Paris, pour choisir du Pétrus 71. Alors, il y avait 20 bouteilles de Pétrus 71. Vous en avez fini la poubelle, malheureusement. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'un ignorant a dit qu'elles étaient trop vieilles. Oh. Mais un jour, une voiture piégée est lancée contre l'immeuble Monaco. La dalle de béton du toit s'effondre sur vous. C'est votre mère, encore une fois, qui, dans un effort surhumain, arrive à vous sortir de là des débris de l'immeuble. Oui, c'est un miracle que nous ayons survécu. 12 personnes, 12 hommes ont essayé le lendemain de soulever le toit, que ma mère a soulevé toute seule, pour me sauver. Pour que tu te fasses une idée de l'ampleur de l'explosion, dans 1 kilomètre à la ronde, les vitres de la ville ont complètement explosé. Le lendemain, les journaux annonçaient que Medellín s'était réveillé comme Beyrouth. En fait, c'est pas du tout la police qui a fomenté ça, c'est le cartel de Cali. Parce que désormais, votre père, Pablo Escobar, a 2 ennemis, le gouvernement colombien et le cartel de Cali. Le chanteur ? Après, la police nous a mis aussi des bombes. Quand votre père finit par libérer ses derniers otages, le gouvernement propose qu'il soit enfermé dans une prison construite par lui-même, qui s'appelait la cathédrale. Bon, c'est le seul délinquant, à ma connaissance de l'histoire, qui a financé et construit sa propre prison et qui a ordonné au gouvernement quelle loi il fallait qu'il prenne pour qu'il puisse en profiter lorsqu'il se rendait volontairement, entre guillemets. Le fait est que mon père a soumis le gouvernement à sa volonté à travers le terrorisme et tous ces enlèvements. Là, votre père, Pablo Escobar, mène une vie assez confortable dans cette prison. Il réorganise son cartel sous le nez du gouvernement, en fait. Il gérait ses affaires tout à fait normalement. Oui, effectivement. Alors, au début, il laissait entrer la presse lorsqu'il n'y avait rien. Et puis, dès que la presse est partie, c'est les jacuzzis, les téléviseurs qui sont rentrés. Tout ce qu'il y avait de bon, quoi. Alors, jusqu'au jour où les autorités colombiennes veulent le transférer dans une autre prison. Et là, votre père réussit à s'échapper de la cathédrale. En fait, quand il avait fait construire la prison, il avait prévu un mur très facile à écrouler et il s'échappe.
Effectivement, oui, c'était l'une des choses qui nous faisait penser que notre père avait toujours un coup d'avance par rapport aux autres. C'est lui qui a dessiné sa prison et donc il a dessiné son plan d'évasion avant même la prison. Et l'armée colombienne a mis 12 heures à comprendre comment ça avait pu se passer. Ouais. Alors, Pablo Escobar, à partir de là, est à nouveau en fuite. L'escalade de la violence continue. Il a fait quand même exploser pas moins de 12 voitures piégées à Medellín, hein, votre père, quand même. Hein. Oui, et je crois que c'était un peu le début de la fin pour mon père. D'avoir choisi de s'échapper de cette prison, c'est sans aucun doute ce qui a marqué sa fin. Beaucoup de ses anciens amis se sont rassemblés contre lui et ils ont décidé de l'éliminer. Vous-même êtes arrêté à l'âge de 15 ans et vous dites aux policiers qui vous arrêtent, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Bah non, ils disent, mais on veut juste s'amuser un petit peu avec le fils de Pablo Escobar, voilà. Oui, et on m'a aussi arrêté à 7 ans, et ma sœur avec quelques mois lorsqu'elle a été emprisonnée aux mains de la police colombienne. Ce type d'agissement de la police, finalement, ça ne faisait que donner des excuses à mon père pour de la violence contre eux. Mon père disait que la seule différence entre la police et lui et ses hommes, c'était l'uniforme. À partir de là, votre père a des nouveaux ennemis. Un groupe de justiciers affirmant avoir été persécutés par Escobar, qui s'appelle Los Pepes. Effectivement, c'est un groupe qui rassemblait l'ensemble des cartels de la drogue en Colombie, plus les autorités, non seulement nationales, mais également CIA et DEA. Et ils voulaient tous l'éliminer. Alors, ils dynamitent la maison de votre grand-mère. Heureusement, la vieille dame était absente. Là, vous projetez de fuir à Miami, mais la brigade antiterroriste vous retarde à l'aéroport en multipliant les contrôles, enfin, vous en chiez pour tout dire. Et là, vous êtes très malin. Vous arrivez à soudoyer un mec et vous quittez l'aéroport, en tous les cas en hélicoptère. Et votre père vous félicite pour ça. C'est vrai. On s'en est tiré par miracle parce que les autorités de l'époque ont également permis que 25 terroristes rentrent en plein jour dans l'aéroport pour nous tuer ou nous enlever. Malheureusement, les USA annulent votre visa, ce qui va vous obliger à changer très, très fréquemment de cachette, enfin une vie rocambolesque, jusqu'au jour où votre père, Pablo Escobar, est abattu par les Pepes. Mais en fait, ça a été revendiqué par la police colombienne, on est d'accord? En réalité, mon père n'a pas été assassiné, il s'est suicidé. Il a décidé de se laisser trouver le 2 décembre 1993 et la police elle-même, aujourd'hui, se contredit. Il y a un colonel qui jure qu'il l'a tué et un général qui dit au colonel qu'il l'a pas tué. Donc même entre eux, ils ne se mettent pas d'accord. Sur qui ça a été. Je sais que ça a été mon père, parce qu'il y a plein de preuves. J'ai parlé avec les légistes, j'ai pu enregistrer. Le trajet de la balle aussi dans sa tête. Il m'avait toujours expliqué comment il allait se suicider. Il m'avait appris à me suicider correctement pour être mort sur le coup. Et le tir est arrivé exactement là où lui m'avait dit qu'il le mettrait. Et pour nous, la mort, c'était pas un tabou, ou la possibilité du suicide, c'était pas un tabou, face à des ennemis qui, s'ils t'attrapent en vie, allaient te torturer et jusqu'à t'assassiner. Quand votre père s'est suicidé, vous veniez de lui parler au téléphone, en fait. 10 minutes avant, oui, je parlais avec lui et finalement, une journaliste, 10 minutes après, m'informe que mon père était mort. Alors au début, j'ai eu du mal à le croire parce que, bien sûr, il y a un laps de temps si court entre l'appel téléphonique et la nouvelle que j'y crois pas. Donc j'ai commis l'erreur de menacer le pays, de réagir à chaud et de dire des mots très court, 5 secondes, mais qui aujourd'hui demeure, et je vis toujours en exil. Là, vous aviez deux possibilités, effectivement. La première, c'est venger votre père, et c'est ce que vous avez déclaré sur le moment, mais ça se comprend. Bon, mais en fait, l'autre solution qui était de s'occuper de votre famille, c'est celle que vous avez choisie. Et est-ce que vous faites c'est ce que j'ai fait. Bien entendu. C'est ce que j'ai fait. Ce qu'il y a, c'est que des menaces dans la bouche du fils de Pablo Escobar, c'est pris au sérieux. Et moi, j'étais pas conscient de ça. Là, vous êtes dépossédé de tous les biens de votre père, évidemment, en Colombie. Vous changez de nom. Vous devenez donc Sébastien Marroquín et vous vous installez à Buenos Aires, où vous obtenez un diplôme d'architecture. Donc, vous rentrez vraiment dans une vie, je dirais, normale. Vous vous mariez avec la bénédiction de l'archevêque de Buenos Aires, qui n'est autre que le pape François.
Effectivement, c'est lui qui a autorisé mon mariage hors église, parce que l'église exigeait que ça ait lieu dans un environnement religieux, c'est-à-dire dans une église. Mais pour nous, pour des raisons de sécurité, on ne pouvait pas exposer la famille. Donc, lui a très facilement compris cette réalité, il a accepté, il a autorisé que l'on se marie à l'extérieur de l'église. Vous allez rencontrer le pape François? Je vais le voir en Colombie prochainement. Alors, il y a une question qui me taraude l'esprit. Comment expliquez-vous que votre père, qui était quand même un trafiquant de drogue, un criminel, comment expliquez-vous qu'il ait une bonne image, que les gens en général l'aiment bien? C'est dû à quoi? Bon, je crois que on ne peut pas se tromper. Pablo Escobar, connu aujourd'hui grâce aux séries de télévision où l'on glorifie son activité criminelle, beaucoup pensent que c'est un héros. Ouais. Moi, je n'oserais jamais glorifier les crimes de mon père ni son comportement. Mais c'est vrai aussi qu'il a aidé beaucoup de gens, de pauvres gens. Il a donné des logements, des milliers de logements aux pauvres, des centres de santé, des centres de sport. Paradoxalement, pour qu'ils ne consomment pas de drogue, financés par l'argent de la drogue. Donc la vie de mon père est remplie de contradictions. C'est quelqu'un qui avait des idées de gauche, mais qui a fondé des groupes paramilitaires de droite, d'ultra-droite même. Donc sa vie était très fluctuante. Et oui, il a aidé les pauvres parce qu'il pensait que c'était son devoir. Et c'est comme ça qu'il a acheté l'amour et la protection des pauvres. Que pensez-vous de la série Narcos, qui a tellement de succès? J'ai écrit un article que l'on appelle Narco 2 et les 28 mensonges parce que je pensais qu'il était important de montrer à la jeunesse que l'histoire qu'on leur raconte et qu'on leur vend comme la véritable histoire de Pablo Escobar n'a rien à voir avec la réalité. Je ne peux pas être d'accord avec des produits qui incitent à ce que cette vie de mon père soit réitérée. J'aime mon père, mais je ne répéterai pas son histoire. Merci de votre témoignage. Thierry, c'est encore la voix. Voulez-vous nous révéler ce que vous cachez sous votre bureau? Oh putain! Merci Thierry. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.